Bonjour, bienvenue pour cette quatrième capsule consacrée à la matière. Alors aujourd'hui nous allons essayer de comprendre ensemble euh, un point crucial quand on parle de la matière à votre niveau, c'est d'où vient cette matière, d'où proviennent ces atomes, ces éléments tels que nous les avons vus dans la classification périodique, donc qui constituent l'ensemble de la matière de l'univers. Alors, je ne vais pas faire moi-même les choses cette fois-ci, parce que d'autres l'ont vraiment mieux fait et je n'arriverai jamais à atteindre un tel niveau de perfection. Donc, je vais vous passer une vidéo qui a été réalisée par la chaîne YouTube Balade Mentale, que je vous conseille vraiment d'aller explorer parce que leurs contenus sont vraiment exceptionnels pour plein de sujets concernant l'espace, la science en règle générale. Et donc là, pour l'origine de cette matière, je vous fais visionner leur travail qui fait les choses beaucoup mieux que moi. Donc vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, et c'est d'être bien attentif à la façon dont s'est déroulée l'histoire de la matière, d'accord, l'histoire de l'univers en quelque sorte. Et n'oubliez pas, donc à la fin apparaîtra le résumé que vous devrez noter dans votre cours, dans votre cahier. Donc à ce moment-là, faites pause, le temps de copier ce résumé, euh, de manière à ce que ça compte validation. D'accord? Bien, je vous laisse regarder tout ça. Bon spectacle et puis bon courage à tous. La terre, l'eau, le feu et l'air. 4 ingrédients essentiels, 4 blocs à partir desquels certains Grecs anciens imaginaient qu'il était possible de fabriquer toutes les choses, y compris ce générique. Depuis, 2000 ans se sont écoulés et nous avons découvert les atomes. Il y en a littéralement partout et dans des quantités qu'on ne peut absolument pas se représenter. Un humain adulte moyen en contient quelque chose comme 7 octillions, un nombre prodigieusement énorme qui est 10 000 fois plus grand que le nombre d'étoiles dans l'univers observable. Pourtant, des atomes dans la nature, on en a découvert 118, dont 94 présents naturellement, tous rangés dans ce tableau, qui est le plus cool de l'univers, puisqu'on y trouve en fait presque toute la matière de l'univers. Tout ce qui nous entoure et nous constitue est fait de cette petite centaine d'atomes, ce qui n'est franchement pas beaucoup si on pense au fait qu'en agençant ces 94 blocs, on peut faire tout et n'importe quoi. Vous, moi, ce paysage, la Terre, presque toute la matière de l'univers. Mais dès lors apparaît comme un petit problème. Si ces trucs fabriquent tout, qu'est-ce qui les a fabriqués ? Dans le deuxième épisode de cette série, nous avions laissé, après le Big Bang, un univers trop froid pour créer de nouveaux éléments, et qui, comme essoufflé, n'avait produit que du héli, de l'hydrogène, de l'hélium et une pincée de lithium. En tout et pour tout, la nature n'avait coché que 3 cases. Alors, comment est-on passé de ça à ça ? De ceci à cela ? Une partie de la réponse se trouve dans le ciel. Car les étoiles, non contentes d'y apporter la lumière, vont aussi y transformer la matière. Pour comprendre comment, prenons la direction du cœur de l'une d'entre elles, au hasard, notre Soleil. Ici, au cœur de ce brasier infernal, porté à 15 millions de degrés, les noyaux des atomes d'hydrogène s'entrechoquent avec une telle force qu'ils en viennent à fusionner, pour donner de l'hélium, en libérant au passage une quantité d'énergie colossale. Celle-ci assure à l'étoile l'équilibre entre sa gravité, qui tend à la faire s'effondrer sous son propre poids, et la pression engendrée par l'énergie libérée par la fusion qui s'y oppose. Toutes les réactions qui s'y déroulent se paient au prix d'une transformation de masse en énergie. Pour briller, une étoile ne brûle pas, elle fusionne. Dans notre Soleil, chaque seconde, 600 millions de tonnes d'hydrogène sont converties en 596 millions d'hélium, le reste en énergie. Chaque seconde, l'équivalent en masse d'une pyramide de Khéops y est annihilé, et ce sans interruption depuis 4,5 milliards d'années. Tel est le prix à payer pour transformer le plus simple des atomes de l'univers en du un petit peu plus compliqué.
Pour le Soleil, dans 5 milliards d'années, quand ce carburant sera dans le cœur pratiquement épuisé, alors la gravité reprendra le dessus et l'étoile va légèrement se contracter, la température au centre y monter d'un cran, jusqu'à atteindre 100 millions de degrés. À ce moment, notre étoile va changer de carburant. Les atomes d'hélium pourront alors y fusionner pour donner du carbone, de l'azote et de l'oxygène, libérant une quantité d'énergie telle que les températures dans les couches entourant le centre vont devenir suffisantes pour y faire fusionner à leur tour de l'hydrogène. Perturbés par l'énergie libérée par cette fusion à la périphérie du cœur, les contours de l'étoile vont se mettre à enfler, l'enveloppe de gaz à se dilater, au point de finir par transformer notre Soleil en géante rouge, qui au terme d'un long processus va expédier ses couches externes dans l'espace, produisant ce qu'on appelle des nébuleuses planétaires. Ces amas de matière dérivante sont à la fois la signature de l'agonie d'une étoile qui se dépouille de ses voiles, mais aussi et surtout la promesse d'un milieu enrichi en deux nouveaux éléments, le carbone et l'azote, qui finiront peut-être un jour par ensemencer à leur tour des nuages à partir desquels d'autres étoiles se formeront. Des nuages qui, en s'effondrant, pourraient contribuer à former des étoiles plus massives que la nôtre, et dans lesquelles se déroule sur des milliers d'années, dans les intérieurs gonflés de ces astres vieillissants, un processus étrange, qui permet la transformation de certains atomes en d'autres, quand des particules de haute énergie pénètrent dans leur noyau. Et c'est ainsi que de nombreux autres éléments font leur entrée dans l'univers. Ils pourront être propulsés dans l'espace par les éruptions solaires, les vents stellaires ou finir par dériver dans des nébuleuses planétaires. Soudain, il commence à y avoir du mieux, mais notre tableau comporte encore beaucoup trop de trous pour que nous puissions être là. Car même si on ne s'intéresse, parmi les 29 éléments utilisés par le vivant, qu'aux 6 de ces atomes qui font l'unanimité parmi tout ce qui vit, et qu'on appelle la bande des Schnops, carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre, eh bien, oups, toujours pas de hops. Pour comprendre pourquoi, prenons l'exemple de l'oxygène. En fait, même si ces étoiles en fabriquent de grandes quantités dans leur cœur, produire un atome ne signifie pas forcément le partager. Dans le cas de notre Soleil, la moitié de la matière va, à la fin de sa vie, être éjectée dans l'espace, et l'autre finir prisonnière à jamais dans un astre se formant en lieu et place de l'étoile disparue. Une naine blanche qui renfermera la quasi-totalité de l'oxygène forgé par notre Soleil. Autrement dit, personne ne respirera jamais de l'oxygène produit par ce type d'étoile, tant les quantités expédiées dans l'espace par celle-ci sont ridicules. Et vu que la bande des Schnops représente près de 99% des atomes qui vous constituent, on peut dire que se passer de la moitié d'entre eux ne revient pas à être à moitié vivant. En réalité, toutes les étoiles dont la masse est inférieure à 8 fois celle de notre Soleil, et qui représentent 96% de celles que l'on retrouve dans le ciel, ne cochent véritablement que quelques cases du tableau. Car une grande partie de ce qu'elles ont produit se retrouve piégée à jamais dans un cœur dénudé. Pas un seul gramme de fer ne sera forgé là, et si il vous manque cette case, c'est problématique, car le fer est entre autres utilisé dans l'hémoglobine qui transporte l'oxygène, qui n'existe toujours pas, car il n'a pas été partagé. Heureusement pour nous, les naines blanches, bien qu'elles soient des prisons mettant en cage beaucoup de cases, peuvent par effet ricochet être source de complexité. Si l'une d'entre elles se forme dans un système binaire et a comme compagnon proche une étoile se transformant en géante rouge, elle peut alors se mettre à vampiriser les couches externes de son imposant voisin. Le transfert de matière entre les deux étoiles va venir augmenter la masse de la petite, formant autour d'elle un disque qui accélère avant d'y plonger. Le processus peut durer des centaines de milliers d'années, mais lorsque la naine blanche atteint une masse critique, se produit alors une réaction nucléaire en chaîne qui va entraîner l'effondrement, puis la désintégration pure et simple de la naine blanche et déchirer généralement le système. La violence de cette explosion, baptisée supernova de type IA, est telle que pendant plusieurs semaines, une seule étoile peut devenir plus brillante que toutes celles de sa galaxie réunie. Ici, en une fraction de seconde, l'énergie phénoménale libérée par l'explosion va permettre de remplir près de la moitié du tableau, tout en expulsant ces dizaines de nouveaux éléments hors du système à des vitesses pharaoniques. Et voilà l'espace environnant, enrichi par du potassium, que l'on retrouve dans nos nerfs, du calcium, pour nos dents et nos os, du cobalt pour la vitamine B12, du cuivre et du vanadium pour faire ronronner nos enzymes, ou encore du zinc qui les stabilise et intervient dans l'oxydation de l'alcool.
Mais paradoxalement, toujours pas un seul atome d'oxygène, car tous ceux présents dans le cœur de la petite étoile ont été transformés durant l'événement en d'autres éléments. Et nous revoilà avec un tableau qui comporte encore beaucoup trop de trous, et donc toujours pas de nous. En fait, même si certains de ces éléments ne constituent qu'une toute petite partie de nous, il suffit qu'il vous manque une case pour que vous passiez un sale quart d'heure en clapsant dans l'instant. Sans sodium, pas de transmission de l'influx nerveux. Sans magnésium, de contraction musculaire. Avoir une moitié de tableau ne veut pas dire être à moitié vivant. Mais heureusement pour vous, pour moi, il existe des étoiles géantes. Au minimum 8 fois plus lourdes que notre Soleil, elles ne représentent que 4% de celles que l'on trouve dans le ciel. On leur doit pourtant presque tout. Dans ces mastodontes de l'espace, les températures sont suffisantes pour qu'à la fin de leur vie, la fusion s'y organise en peau d'oignon. L'étoile géante y fusionnant des atomes de plus en plus lourds à mesure que l'on s'approche de son centre. Dans les couches de ces étoiles sont créés des blocs de matière jusqu'à l'élément le plus stable de l'univers, le fer. Et à partir de lui, ça bloque. Car le fer est un verrou qui refuse de fusionner. Et pour le faire sauter, l'étoile va devoir en faire de même. Car à partir du moment où le fer se retrouve majoritaire dans le cœur, l'énergie qui y est produite n'est plus suffisante pour contrebalancer la pression exercée par les couches externes. La contraction du cœur n'arrive plus à générer l'énergie nécessaire pour maintenir l'équilibre et en quelques millisecondes, le noyau de l'astre s'effondre sur lui-même, entraînant dans sa chute les couches périphériques qui plongent alors dans sa direction à des vitesses proches de celles de la lumière. Et celles-ci viennent buter puis rebondir sur un cœur de fer comprimé d'une dizaine de kilomètres de diamètre et dont la température atteint 1 milliard de degrés. Dans cet enfer, les atomes de fer sont soumis à une pression telle que leurs constituants se transforment presque instantanément en neutrons qui vont submerger les atomes alentours en les transformant en d'autres. La quantité phénoménale d'énergie libérée fait alors exploser l'étoile qui termine sa vie dans un flamboiement produisant en une fraction de seconde la quasi-totalité des atomes manquants dans le tableau. L'étoile y a laissé sa peau, elle est partie dériver dans l'espace, emportant avec elle des éléments nouveaux. Vous pouvez enfin vous détendre, souffler et vous mettre à respirer. Car ces filaments de gaz sont une grande bouffée d'air. On y trouve de l'oxygène, du magnésium, du sodium ou du fer. La grande majorité, si ce n'est la totalité, de ces éléments que l'on retrouve sur Terre se sont un jour retrouvés au cœur d'une de ces explosions cataclysmiques. Songez-y, la prochaine fois que vous utilisez une feuille d'aluminium, tout ce métal a été fabriqué par ce type d'explosion. Et si on met de côté les quantités dérisoires expulsées par les étoiles de moins de 8 masses solaires, la quasi-totalité de l'oxygène présent sur Terre est lui aussi forcément passée par une supernova de ce type-là. Ces morts brûlantes des étoiles sont fréquentes. On estime qu'en moyenne 2 supernovas éclatent par siècle dans notre Voie lactée. Les traces de ces explosions passées jalonnent le ciel, où elles sont visibles au moyen de nos télescopes pendant des milliers d'années. Ici, les restes de matière arrachée se révèlent sous l'effet des ondes de choc en expansion, qui viennent percuter la matière environnante à plusieurs milliers de kilomètres par seconde, la chauffant à des températures proches de celles du centre du Soleil. Là, quelque part, vers le centre de cette image, une étoile est morte, il y a quelques 10 000 ans. Dans les dentelles de matière dérivante se trouvent des atomes qui n'existaient pas avant. En réalité, même avant d'éclater, les étoiles massives peuvent éjecter dans l'espace une partie de la matière qui constitue leur couche en peau d'oignon. L'étoile située ici se transformera un jour en supernova. En attendant, ces soubresauts nourrissent le cosmos de ces cendres riches en atomes nouveaux. Bientôt, cette bulle de gaz dérivant dans l'espace à plus de 1400 km par seconde ira peut-être perturber des nuages de gaz interstellaires, au point de finir par déclencher dans l'un d'entre eux la formation d'autres étoiles, dont les volutes prendront sur plusieurs générations à leur tour le relais d'un jeu continu de mort et d'allumage commencé quelques 100 millions d'années après le Big Bang par les toutes premières étoiles de l'univers. Des étoiles qui n'avaient à se mettre sous la dent que du et qui ont été les premières à transformer la matière. Depuis, chaque génération d'étoiles naissantes est légèrement plus riche en éléments lourds que la précédente. Leur métallicité, c'est-à-dire la fraction de leur masse qui n'est pas constituée d'hydrogène ou d'hélium, est ainsi un très bon indicateur de l'âge et de l'origine des étoiles.
Ainsi, les étoiles les plus récentes sont souvent les plus riches en métaux, grâce au travail des générations précédentes, qui ont forgé dans leur cœur, lentement, en agonisant, ou dans la fulgurance d'une mort brutale, ce que l'on retrouve ici et sans quoi nous ne serions pas là. Ni vous, ni moi, ni tout. Il se pourrait bien qu'il y ait quelques 5 milliards d'années, l'explosion d'une étoile géante à proximité soit venue enrichir et perturber un nuage de gaz, contribuant ainsi à allumer notre Soleil et former dans son sillage quelques planètes, et sur l'une d'entre elles, des humains prenant une grande bouffée d'univers avant d'observer dans le ciel une nouvelle étoile apparaître. Il faisait quoi tes arrière-grands-parents? Ils brûlaient des trucs pour les transformer en d'autres. Ils s'éclataient bien, je les ai pas connus. Ils vivaient dans le ciel et sont morts depuis longtemps, il y a de cela des milliards d'années. Créateurs sur le web, on essaie d'en faire notre métier. Pour nous soutenir, vous pouvez nous tiper, via le bouton rejoindre, nous payer un café. Non mais elle est nulle cette réplique, c'est qui l'a écrite? Bon, je crois que c'est moi, alors je vais me dire que ça va.